Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a félicité son homologue somalien. Et enfin, dans l'actualité internationale, la Coupe d'Afrique des Nations reportée à 2022 en raison du Covid-19. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité succès et réussite à son homologue somalien, M. Mohamed Abdullahi Mohamed, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans un télégramme de félicitations envoyé à M. Mohamed Abdullahi Mohamed, le président Guelleh s'est réjoui du retour progressif et indéniable de la stabilité et du développement en Somalie. Je forme le vœu davantage de bien-être, de quiétude et de prospérité au peuple frère somalien, a écrit en substance le chef de l'État. Le peuple et la République de Djibouti se joignent également à moi pour manifester leur sympathie, amitié et fraternité à la nation sœur somalienne, a écrit en substance le chef de l'État. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent également à moi pour manifester. La République de Djibouti n'aura de cesse d'apporter en permanence son appui et soutien à la nation somalienne dans sa quête de légitimité à reconquérir son prestige d'autrefois au sein du concert des États du monde. A par ailleurs noté le président Ismaël Omar Guelleh avant de réitérer ce vœu de bonne fête à tous les concitoyens de la président s'est retiré de bonne fête à tous les concitoyens de la République fédérale de la Somalie. Autre actualité nationale, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, et l'ambassadeur de France, Arnaud Guillou, ont assisté à une restitution des travaux sur un partage d'expériences sur la décontamination à Djibouti dans le cadre de la lutte quotidienne contre le Covid-19. La réunion s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, du commandant du FFDJ, le général de division aérien, Eric Knerzer. En effet, une équipe d'experts sur la décontamination tels que les pompiers de l'air, de la base aérienne 188 et d'équipes du 2e régiment de dragons avaient conduit à des actions d'audit, de démonstration et de formation d'équipes de décontamination au profit de l'Institut national de santé publique djiboutien afin de permettre un perfectionnement des techniques djiboutiennes comme françaises en la matière. Il s'agit d'une action concrète effectuée dans le cadre de la coopération sanitaire franco-djiboutienne qui se poursuit avec une attention particulière portée au renforcement des capacités à long terme et de formation des cadres, aussi bien pour le FFDJ que pour les autorités djiboutiennes à travers l'INSPD. Le ministre de la Santé et l'ambassadeur français ont appelé au prolongement de ce genre de missions qui apportent un bénéfice mutuel. Et bien, concernant l'évolution du Covid-19, je vous propose de suivre le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé. La situation de Covid-19 à Djibouti ce mercredi 1er juillet 2020 nous donne les résultats suivants. 26 patients sont déclarés guéris. Nous avons réalisé 279 tests. 22 personnes se sont révélées positives et nous déplorons un décès. La situation épidémiologique évolue de façon relativement basse et se stabilise depuis le début du mois de juin, sous la barre de 10% des cas positifs par rapport aux tests effectués. Ceci étant, le ministère de la Santé reste mobilisé et attentif sur le terrain pour faire front à tout risque de nouvelle apparition en déployant son armada de surveillance sentinelle à tous les points d'entrée du pays. La stratégie tester, pister et traiter se poursuit à chacun des clusters identifiés qui sont rapidement circonscrits et maîtrisés et assainis à ce jour. Comme toujours, le respect des gestes barrières reste fortement préconisé pour accompagner cette dynamique à la baisse de l'épidémie de Covid-19. Enfin, nous rappelons également que le numéro 1517 est toujours à votre disposition
et qu'il ne faut absolument pas hésiter à contacter en cas de suspicion ou d'apparition de signes tels que la fièvre, la toux, la perte d'odorat ou de goût, ou surtout des difficultés respiratoires. Quant au bilan global, il se résume ainsi. 46 779 tests réalisés, 4 704 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19 depuis le début de la pandémie à Djibouti et 4 550 personnes sont déclarées guéries et nous déplorons 55 décès. Merci, restez vigilants, respectez les gestes barrières, protégez-vous et protégez les autres. Tout à fait autre chose. Dans le cadre de la coalition mondiale pour l'éducation et pour la lutte contre la pandémie du Covid-19, le ministre de la Communication a co-présidé cet après-midi avec son homologue de l'éducation une vidéoconférence pour participer à la recherche de la solution pour contrer la propagation du Covid-19 afin que la vie reprenne son cours normal. La vidéoconférence a regroupé les partenaires de Djibouti tels que la coordinatrice des systèmes des Nations Unies à Djibouti, la représentante de l'UNICEF à Djibouti et des institutions régionales et internationales et de par le monde. Ces institutions accompagnent le gouvernement de Djibouti pour la mise en place d'une stratégie efficace de téléenseignement pour la continuité de l'éducation et pour la lutte contre le Covid-19 qui a entraîné la fermeture des écoles dans notre pays. Le rôle fondamental des TIC dans les économies et nos sociétés ont été mis en évidence dans notre pays et partout dans le monde durant la pandémie. Dès le début de la pandémie, le président Guelleh avait donné ses instructions pour arrêter la propagation du virus et avec un programme de sensibilisation les citoyens sur l'évolution de la pandémie et sur les meilleures approches pour lutter efficacement contre cette maladie. Les représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'UNESCO, des institutions universitaires régionales ont participé à la vidéoconférence animée par les représentants de l'UNESCO et par le monde et par le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur. Lors de son intervention, le ministre de la Communication, conscient du rôle de la technologie numérique, est revenu sur les activités menées pour connecter tous les acteurs impliqués dans la réponse à la pandémie et les mesures entreprises pour l'utilisation des opportunités offertes par les TIC. Cette pandémie Covid-19 a mis en évidence le rôle fondamental que jouent les TIC, les TIC, la technologie de l'information et de la communication dans nos économies et dans nos sociétés, partout sur la planète, et a montré au monde que nous ne sommes pas tous en sécurité et que nous serons en mesure de tirer pleinement parti des TIC que si nous sommes tous connectés. Cette pandémie, à Djibouti, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a ordonné en avance à son gouvernement de faire le nécessaire pour arrêter la propagation du virus en sensibilisant leurs citoyens sur l'évolution de la pandémie et les différentes façons de lutter contre cette maladie. Aux effets de la pandémie Covid-19, le ministère de la Communication en charge des postes et des télécommunications a mené un ensemble des activités et des procédures pour connecter tous les acteurs de l'écosystème au niveau local, national et international et assurer un flux d'informations efficace. Il convient de citer les différentes mesures entreprises par mon département en lisant les opportunités offertes par l'éthique. Il s'agit de l'activation du protocole d'accord commun qui implique l'utilisation de plusieurs modes de communication pour éduquer les citoyens, y compris les plus vulnérables, sur la maladie ainsi que sur les mesures préventives. La mise en place d'un numéro vert, d'un numéro d'urgence pour faciliter la gestion de cette crise. Le programme de téléenseignement et d'apprentissage en ligne que mon collègue le ministre de l'Éducation nationale vous a détaillé. La mise à la disposition des enseignants d'un forfait que le ministre de l'Éducation nationale a encore détaillé. Et le télétravail, nous avons démocratisé et facilité l'accès aux solutions de télétravail en mettant à la disposition des entreprises et des populations des offres technologiques adaptées à des coûts abordables. Le développement d'un portail officiel du Covid-19. Un portail officiel du Covid-19 a été mis en ligne non seulement pour sensibiliser la population sur les gestes barrières, symptômes, facteurs aggravants, mais aussi pour mettre en avant les statistiques et les actions sociales entreprises par le gouvernement. Cette lutte sans précédent contre le Covid-19, les technologies numériques
ont offert au gouvernement et en particulier le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et aux entreprises djiboutiennes la seule possibilité de faire face à la distanciation sociale, d'assurer la continuité des activités et d'éviter les interruptions des services. Pour cette réunion, mon souhait est que vos réflexions non seulement abordent les risques et les menaces du Covid-19, mais surtout se focalisent sur les approches pour bâtir une confiance numérique forte pour l'éducation, surtout pour l'éducation nationale. Vous vous êtes préparés à cet exercice et je n'ai nul doute que les différentes contributions permettront d'avancer la réflexion et de formuler des recommandations pertinentes. Autre actualité dans ces 22 heures, c'est aussi une importante cérémonie de signature de 5 accords d'investissement direct à l'étranger. Une importante signature d'étrangers, plus de 2,5 milliards de dollars a eu lieu aujourd'hui, organisée via la plateforme de vidéoconférence Zoom. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs chefs d'entreprise chinois et aussi le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi. La signature de l'accord des projets d'investissement porte sur une raffinerie flottante, un accord d'investissement par Chimbusco des raffineries flottantes de Merjouk et portant sur une raffinerie à faible teneur en sulfate, recommandée par l'Organisation maritime internationale. Eh bien, pour en parler plus, nous avons avec nous Mohamed Abdelrahman. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Samatar. Eh bien, Mohamed, le président des autorités portuaires, a tenu un discours lors de la signature de ces 5 accords d'investissement. Parle-nous-en. Lors de cette cérémonie, donc, il a tenu un discours prenant la parole lors de cette cérémonie de signature. Le président des autorités des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a tout d'abord remercié les partenaires pour leur confiance à investir à Djibouti. En outre, il a indiqué que le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a tracé dans la vision 2035 les objectifs stratégiques de Djibouti pour devenir le centre maritime international, le centre commercial, le centre de commerce intermédiaire, le centre logistique et le centre financier. Par conséquent, la construction de la zone d'industrie principale soutenue par les industries de pointe telles que l'électricité, la pétrochimie et les matériaux de construction et la promotion de la restructuration industrielle nationale de Djibouti est la priorité urgente et le moyen inévitable pour Djibouti de réaliser sa vision 2035. M. Hadi a ajouté aussi que le parc industriel de Demerjouk est prévu pour être construit avec l'industrie pétrochimique comme industrie de base, développant des grands multi-industriels de matériaux de construction, de matériaux chimiques, d'acier et de fer et d'industrie marine. Ces projets d'accord portent notamment donc, comme vous l'avez si bien précisé ce matin, les industries d'assemblage du fer et de l'acier ainsi qu'un accord d'assemblage de métallique avec Hibé en Pic, un accord d'investissement d'industrie de fabrication du verre avec Jumitank, et enfin un accord d'investissement relatif à un projet de l'industrie de la fabrication des tuyaux en plastique avec la société HBM. Le projet de parc industriel de Demerjouk est censé donc de devenir le poumon industriel de notre pays. Merci Mohamed Abdelrahman pour ces explications et ces éclairages. Direction le Nord, où une délégation conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et du secrétariat d'État à la décentralisation qui ont effectué une visite de courtoisie au préfet de la région de Tajoura pour lancer, discuter et présenter des activités menées dans le cadre du projet intégré de transfert monétaire et du renforcement du capital humain. En effet, les secrétaires généraux ont pu échanger de vive voix avec les différents membres du comité quant à la suite des activités à mener. Le comité s'est réjoui et a tenu à féliciter quant à la diligence et à la flexibilité dont ont fait preuve les 2 départements ministériels durant cette crise sanitaire. En effet, les ménages bénéficiaires ont pu bénéficier des transferts monétaires pour pallier aux besoins engendrés par le confinement. Cependant, depuis la dernière réunion trimestrielle, les membres du comité ont pu exprimer leurs doléances quant à la suite des activités. Dans son intervention, le secrétaire général de la décentralisation, M. Mohamed Issa Farraj, a souligné que l'objectif de la mission conjointe des affaires sociales et de la décentralisation à Tajoura s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une enquête sociale qui sera menée dans la région afin de cibler les personnes et les entités vulnérables et afin d'apporter une réponse face à la pauvreté. Il a souligné que l'objectif de cette enquête, c'est de cibler les personnes les plus démunies en menant une enquête de porte à porte dans toutes les régions de l'intérieur. Il a rappelé qu'après avoir mené l'enquête pour cibler les personnes vulnérables,
Un enregistrement biométrique sera réalisé et les données seront incluses dans une base de données dans le registre pour apporter une réponse appropriée à leurs besoins. Écoutons à présent la secrétaire générale du ministère de la Solidarité, des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Ifrah Ali, lors des activités menées dans le cadre du projet intégré de transfert monétaire et de renforcement du capital humain qui s'est déroulé à Tadjoura. Le PNSF, le Programme national de solidarité famille, qui a été lancé en 2016 par le président de la République, ne fait que étendre maintenant vers les autres régions, les autres localités, sous-préfectures, etc. Donc aujourd'hui, un des points importants, c'est que nous avons voulu, au niveau de chaque région, s'arrêter et de pouvoir discuter sur déjà quel est l'impact de ces programmes. Ce programme, c'est vrai que pendant 3 ans, 4 ans, nous avons eu des résultats, mais quelle est maintenant l'étape prochaine par rapport aux autres? Quel est le projet? Une présentation, il a été de notre ressort de vous présenter aujourd'hui un état de lieu du projet actuel, mais aussi des activités prévues et qui vont arriver par rapport à ça. Donc un état de lieu vous sera donné par rapport à ça. Donc on vous remercie, c'est vraiment une réunion de consultation, d'échange. On n'est pas venu ici pour vous présenter quelque chose, mais on est venu pour prendre vraiment échanger par rapport au fil conducteur de ce programme qui est déjà ficelé et dont nous voulons vraiment réussir, comme ça a été le cas dans les autres composantes, comme Dora par exemple, qui a fait par rapport à ça. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'abord de vous faire un état de lieu, un état de lieu du programme, de l'extension du projet qui va vous être faite. On va échanger là-dessus. Puis par rapport à l'actuelle mission, la mission conjointe dont nous sommes là aujourd'hui est composée de quoi? Fait divers cette fois-ci, depuis que le haut commandement de la gendarmerie ait facilité le contact entre les unités opérationnelles et la population, notamment par la mise à disposition de plusieurs canaux de transmission gratuite, les brigades des gendarmeries ne cessent de démanteler jour après jour des réseaux criminels qui ne soucient que de leur enrichissement personnel au détriment de la santé publique. En effet, le 25 juin 2020, les gendarmes de la brigade de Quartier 6 et 7 reçoivent des renseignements faisant état de la commercialisation des huiles alimentaires usagées et impropres à la consommation par des individus ayant été chargés d'acheminer à la décharge publique. Ces derniers vendaient cette huile en un restaurant de la place qui s'en servait pour la cuisson des différents plats destinés à la vente. Ainsi, une opération avait été montée par les enquêteurs de la brigade 6-7 en vue d'interpeller un flagrant délit. Ces actes délictueux, sur le 26 juin, à 10h, les gendarmes ont intercepté sur la route de l'aéroport un véhicule de marque Toyota type pick-up transportant une vingtaine de jerrycans de 25 litres impropres et contenant des liquides noirâtres. Après vérification, il s'est avéré être de l'huile alimentaire usagée destinée à la décharge publique, mais détournée à sa destination vers un restaurant situé à la place Mahmoud Harbi, qui les achète à 2000 francs. Le jerrycan, le conducteur du véhicule et son passager ont été interpellés et placés en garde à vue. Toujours dans le cadre des investigations, les gendarmes de quartier 6 et 7 procèdent à l'interpellation du restaurant qui a acheté ces huiles usagées impropres à la consommation. Sans se soucier de la santé de ses clients, il a été à son tour placé en garde à vue. Quant au restaurant, il a été fermé. Le laboratoire national d'analyse alimentaire, l'ANA, a été requis pour déterminer la dangerosité de ces produits. Ces départements chargés de la sécurité alimentaire confirment que ces huiles alimentaires usagées et périmées constituent un danger pour la santé publique. Par conséquent, les 3 individus impliqués dans cette affaire seront déférés devant la justice pour mise en danger aggravée à la vie d'autrui. Le haut commandement de la gendarmerie encourage la population de ne jamais hésiter à faire à part de tous ces actes nuisant à sa sécurité ou à sa santé. Et enfin, dans la page nécrologie,
nous avons le regret de vous annoncer le décès du défunt Waïs Elmi Waïs, né en 1950 à Ali Sebieh, décédé à Diridawa le 27 juin 2020. Le défunt a laissé derrière lui une veuve et 10 enfants et 2 petits-enfants. Ce dernier était le beau-père de notre collègue, Mohamed Hussein, employé de la RTD au service commercial. En cette circonstance douloureuse, l'ensemble des personnels de la radio-télévision de Djibouti adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt. Nous prions Allah, le trop miséricordieux, de lui accorder son pardon et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Régional à présent, les pays du G5 Sahel et la France ont fait le point mardi hier à Nouakchott, en Mauritanie, sur leur combat contre les djihadistes, 6 mois après avoir décidé d'intensifier l'effort commun pour reconquérir le terrain perdu dans la région. Lors de la conférence de presse, à l'issue du sommet, Emmanuel Macron a jugé possible la victoire contre les extrémistes islamistes spectaculaire obtenue au cours des derniers mois et aux efforts fournis par la France et les pays de la région. Il a affirmé qu'il allait amplifier cette dynamique. Le terrain que nous avons repris ne sera pas cédé, a-t-il dit. La France, qui a plus de 5000 soldats déployés, a rappelé qu'elle n'autoriserait pas que la France, surtout les Européens, l'Espagne, souhaite engager 300 hommes sans aide, s'élève à plus de 100 millions d'Européens. Et dans l'actualité internationale, la Confédération africaine de football a annoncé mardi le report de janvier 2022 de la Coupe d'Afrique des Nations, initialement prévue au Cameroun le 9 janvier au 6 février 2021 en raison de la pandémie du Covid-19. La santé est la priorité absolue, a affirmé le président de la CAF, Ahmed Ahmad, lors d'une conférence de presse en visioconférence, en précisant que le pic de la pandémie n'est pas atteint dans plusieurs pays du continent africain. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, placez nos programmes télévisés.